France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Et ce soir, c'est en Suède donc que nous allons, puisque la Suède prend la présidence tournante de l'Union pour 6 mois. La Suède, son modèle, comme on dit. Mais qu'en reste-t-il? La Suède qui dirige avec une coalition fragile qui tient sur l'extrême droite. On verra notamment ce que ça veut dire pour l'Europe. Le bruit du monde est en Guinée, nouveau Far West pour les chercheurs d'or depuis qu'on a découvert quelques nouvelles zones. Vous verrez comment tout s'organise autour pour accueillir des gens qui viennent parfois des pays voisins, de tous les pays voisins pour chercher fortune. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Ogeni a trouvé une vidéo totalement ratée de la ministre de la Défense allemande, les États-Unis qui rendent un sarcophage à l'Égypte. Et puis vous comprendrez ce qu'est la soupe aux bactéries qui est concoctée, figurez-vous, par les Finlandais. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four, le geste de défi de l'extrême droite israélienne, défi aux Palestiniens, à Netanyahou et même à Israël. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Cyril Coulet. Bonsoir. Vous êtes chercheur spécialiste des pays nordiques, vous êtes ancien chercheur à l'Institut suédois également des relations internationales. Je le disais, cette présidence tournante de l'Europe revient donc à la Suède pour ces 6 mois, nous donne l'occasion de regarder de près ce pays qu'on connaît finalement assez peu. On a tendance à mettre l'Europe du Nord dans un grand paquet qui dit Europe du Nord, mais celle-ci, la Suède, a éclaté une belle bombe politique lors des dernières élections avec la présence de l'extrême droite qui pèse sur la politique. On va se demander combien ça pèse sur la politique européenne. On rejoindra Angélique Boin qui est notre correspondante à Bruxelles dans un petit instant. Avant de commencer quand même, Cyril Coulet, on a l'impression que cette année pour la Suède a été très marquée, même a marqué d'une pierre blanche. Il y a l'extrême droite, il y a l'OTAN. On a l'impression qu'on a renoncé un peu à beaucoup de totems juste sur l'année 2022. Alors, je pense que votre analyse est assez juste. Effectivement, il y a beaucoup de ce qui était des éléments constitutifs de la singularité suédoise qui, au cours de l'année 2022, ont été revisités et de manière assez profonde, puisque finalement, l'extrême droite, les démocrates de Suède se présentent aujourd'hui comme étant une alternative au modèle social-démocrate. Et la neutralité a longtemps, en fait, été portée par la social-démocratie. On se souvient du temps d'Olof Palme, le Premier ministre suédois, où on avait un discours très militant autour de la neutralité, dans laquelle la neutralité était présentée finalement comme le pendant international du positionnement social-démocrate de la Suède, à savoir un pays entre capitalisme et communisme et un pays entre pacte de Varsovie et OTAN. Alors, et pour autant, tout ça n'est pas venu d'un coup. L'extrême droite, par exemple, ça fait un bout de temps quand même qu'elle est apparue en Suède. Est-ce que ça veut dire qu'on l'a pas vu venir ou on n'a pas voulu voir venir ce mouvement qui a pris une ampleur considérable ces dernières années? Alors, on a effectivement eu la possibilité de le voir venir. Vous le dites avec justesse. Hein, c'est pas son entrée au Parlement. Maintenant, la progression est spectaculaire. Finalement, en l'espace de 8 ans, on est passé d'un parti qui venait juste de franchir la barre symbolique des 5% pour avoir un peu de représentation au Parlement à un parti qui est la deuxième force politique et la première force après le Parti social-démocrate. Donc, la montée est spectaculaire, n'a sans doute pas été pleinement anticipée par l'ensemble des forces politiques, y compris d'ailleurs par les forces conservatrices qui n'imaginaient sans doute pas que les démocrates de Suède puissent aspirer au rang de deuxième parti politique. Mais ça veut dire qu'il y a des digues qui ont sauté à un moment. À quel moment, et peut-être finalement à notre image, cette extrême droite-là n'est pas devenue totalement non fréquentable et on a considéré qu'on pouvait faire sauter ces digues-là et qu'elles faisaient partie intégrante de la droite? Alors, ces digues ont sauté quand même très récemment, en fait. Pendant très longtemps, on a eu une sorte de cordon sanitaire qui avait été constitué par l'ensemble des formations politiques suédoises pour empêcher les démocrates de Suède de peser sur la vie politique. Et le poids aujourd'hui qu'a acquis en fait cette formation politique rend la digue sanitaire impossible. Arriver à un certain niveau de représentation politique dans des systèmes proportionnels comme celui de la Suède. Et puis impressionnant, pardon de vous interrompre, les 18-21 ans, les chefs d'entreprise, les agriculteurs, c'est toute la société suédoise. C'est pas simplement une part de cette société-là. C'est aussi la force de son leader, Jimmie Åkesson, d'avoir su rendre une formation
ouvertement d'extrême droite et ouvertement néo-nazi, acceptable en diversifiant aussi les thématiques et en mettant l'accent sur une tonalité très sociale qui n'est pas sans évoquer ce que l'on connaît en France sur les évolutions du Rassemblement national. Comment on peut la qualifier ? Est-ce qu'on la qualifie ? Vous le disiez, ça a été fondé vraiment par d'anciens fascistes. Il y a eu un certain nombre de virages qui ont été faits. Est-ce qu'on dit que c'est du populisme pur jus ? Si on veut la comparer, est-ce qu'on la compare avec notre extrême droite ? Est-ce qu'on la compare à une extrême droite, si on veut rester en Europe, qui ressemblera plus à laquelle ? Est-ce qu'on parle des Hongrois ? Est-ce qu'on parle des Polonais ? Le modèle, entre guillemets, si on voulait faire un miroir, on le mettrait où ? Alors, ce serait... c'est aujourd'hui un peu compliqué parce qu'on ne connaît pas en définitive le mode de gouvernement qui serait mis en place par cette extrême droite. A priori, elle joue le jeu démocratique. Donc, de ce point de vue-là, elle peut se démarquer de formation à la hongroise, qui joue le jeu des urnes, mais qui se définit comme étant antilibérale. Donc, ce qui n'est pas le cas, en fait, des démocrates de Suède. Pour le coup, c'est une formation qui ressemble assez fortement au Rassemblement national, avec en définitive deux piliers. Un groupe qui reste important avec une extrême droite xénophobe dont c'est le fonds de commerce, et puis des thématiques très sociales qui trouvent un écho auprès d'une population qui envisage éventuellement l'État-providence comme défini autour d'un ethno-nationalisme. Est-ce que ça veut dire que... parce qu'au fond, le fameux modèle suédois dont on a très longtemps parlé, c'était effectivement un État-providence très fort, un système social qui parvenait à aplanir les inégalités. Est-ce qu'il est mort, ce modèle social suédois ? Et est-ce que précisément, si l'extrême droite arrive, c'est parce que l'idée que le système permettait d'aplanir ces inégalités ne parvient plus à les aplanir aujourd'hui ? Et donc il a perdu son sens, en fait. Alors le modèle n'est pas tout à fait mort. Je pense que ce serait caricatural de le dire. Ça reste aujourd'hui un des pays les plus égalitaires au monde. En revanche, le modèle a été écorné. Très clairement, il y a eu des tournants plus libéraux qui ont été pris au nom justement de la préservation de l'État-providence. Et en même temps, cet État-providence dont l'objet premier, on a parfois tendance à l'oublier, était de sortir en fait l'individu de sa communauté d'origine. On lui fait le procès de ne pas réussir à extraire les populations d'origine étrangère de leur communauté et donc de ne pas avoir réussi l'intégration, alors même qu'on sait pourtant que l'intégration est un processus qui se déploie sur du long terme. On va y venir d'ailleurs évidemment à l'intégration aux étrangers, 20%, si je ne m'abuse, 20% de la population suédoise. Un dernier mot quand même sur ce modèle-là, la singularité, et qui au fond nous étonne encore sur certains sujets, c'était aussi tous les sujets sociétaux, c'est-à-dire une avancée sur la parité bien avant nous, sur les institutions non genrées bien avant nous, toutes ces choses-là. Est-ce que ça existe encore ? Est-ce que ça persiste ? Ou est-ce que ça peut se noyer là aussi dans ce nouveau système, c'est peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas dans ce redécoupage-là? Alors pour l'instant, les droits des femmes ne sont pas menacés et pour le coup, la Suède effectivement a une tradition assez avancée de promotion des droits même des minorités en règle générale. Mais pas menacée, mais est-ce qu'elle y tient toujours autant en fait ? Est-ce que c'est vraiment toujours dans son ADN ? Je pense que oui. Et paradoxalement, d'ailleurs vous avez dit que la Suède était plus avancée que nous, mais en même temps, il y a eu des plafonds de verre en Suède, ne l'oublions pas. Finalement, le premier Premier ministre suédois, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était Magdalena Andersson. Ça veut dire qu'on a eu un Premier ministre en France bien avant la Suède, paradoxalement. Ouais. Et donc tout ça reste, ça continue à faire partie de... je pense aussi aux minorités LGBT, je pense à toutes ces questions-là. Est-ce qu'on en fait toujours une fierté dans ce pays-là ? Est-ce que c'est moins important aux yeux des Suédois ? Ça reste aujourd'hui, en tout cas, un des vecteurs de l'affirmation de la singularité suédoise sur la scène internationale. Là où, finalement, la proposition d'avoir une société alternative, d'avoir un modèle économique alternatif a disparu dans les années 90-2000. L'idée d'être encore en pointe sur certaines thématiques sociétales est une chose à laquelle la société suédoise est encore attachée. Pour ce qui est de l'immigration, là pour le coup, effectivement, vous l'avez un peu évoqué, donc 20% de la population. Et là aussi, on a l'impression d'avoir découvert une autre Suède, c'est-à-dire une Suède qu'on pensait extrêmement accueillante, qui effectivement a ouvert ses portes à de multiples reprises. Est-ce que cette Suède-là, avec l'arrivée de l'extrême droite, est morte désormais ? On a l'impression que les frontières sont quasi hermétiquement fermées désormais. En tout cas,
déjà, bien avant que l'extrême droite n'arrive finalement à devenir la deuxième force politique, on a vu l'influence qu'elle avait sur la question de l'immigration et de l'intégration. On a vu le Parti social-démocrate, traditionnellement très généreux dans sa politique d'asile, revenir en fait sur cette tradition au nom de la préservation de l'équilibre social. On sent qu'aujourd'hui, comme je le disais, les démocrates de Suède veulent se présenter comme étant finalement une alternative à la social-démocratie. Et pendant un temps, ils ont eu un discours qui était assez intéressant, qui revenait à dire en définitive, nous sommes, ne faites pas ce que la Suède a fait à leurs voisins, nous sommes l'anti-modèle, nous ne sommes plus le modèle, nous sommes l'anti-modèle, et on présentait finalement la politique d'immigration et d'intégration suédoise comme étant l'anti-modèle à ne pas suivre, comme étant un échec. Alors Cyril Coulet, vous allez rester avec nous, je voudrais qu'on pose cette question à Angélique Boin. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Avec nous depuis Bruxelles. Moi, j'aimerais savoir si cet attelage suédois et tout ce qui se dit aujourd'hui en Suède autour notamment de l'immigration, ça fait partie des choses qui font un peu tiquer l'Europe dans les choix qui devront être faits pour les 6 mois à venir. Alors ça suscite bien sûr certaines interrogations, mais je dirais pas de très grosse inquiétude. D'abord parce que cette présidence tournante, on le rappelle, c'est essentiellement le fait de présider les conseils des ministres. Or, il n'y a pas d'extrême droite. Ils sont pas représentés au sein du gouvernement. Aucun membre finalement de ce parti ne va diriger des conseils de ministres de l'agriculture ou autres dans les 6 prochains mois. Le parti n'est pas non plus représenté autour de la table du conseil, puisque c'est le dirigeant, le premier ministre Ulf Kristersson, conservateur, qui sera là. Et on a finalement un peu l'habitude, si on pense à la Hongrie, bientôt l'Italie, il y a autour de la table des eurosceptiques, des gens avec qui certains sont plutôt plus mal à l'aise pour discuter. Donc je dirais que ça n'inquiète pas. Ce qui inquiète effectivement, vous l'avez évoqué, c'est certains sujets qui sont portés par ce parti, notamment l'immigration. Il y a des interrogations. Comment est-ce que le gouvernement suédois va pousser ou non les négociations en cours, qui sont très difficiles sur la réforme de l'asile et de la migration. Le sujet est très sensible politiquement. On me rappelait tout à l'heure un diplomate européen. Le bras de fer se joue toujours entre ces pays du Nord, notamment, qui sont accusés de manquer de solidarité avec ceux du Sud, qu'on accuse eux de mal gérer leurs frontières, en gros, et d'être des passoires. Il est assez probable, que, me disait cette même source, que les négociations ne seront pas conclusives sous présidence suédoise, mais plutôt après avec l'Espagne, qui prendra le relais. L'Espagne, qui évidemment, pays en première ligne, a plus intérêt à faire avancer la future législation. Il y a autre chose qui est très important pour cette présidence-là en Europe en ce moment, Angélique, c'est de maintenir l'unité, une véritable unité, notamment par rapport aux sanctions russes, par rapport à tout ce que chacun des pays européens aujourd'hui a aussi à souffrir et à pâtir pour l'Ukraine. Et ça, pour le coup, là-dessus, tout le monde a l'air être sur une ligne qui est la même ligne, y compris les Suédois. Mais est-ce que ce rôle d'unificateur, on a le sentiment que la Suède peut le tenir ? Alors, elle le veut, puisqu'elle l'a même mis dans ses slogans, je dirais, de présidence, trouver, maintenir, garder cette unité, qui est devenue, vous l'avez dit, presque existentielle face à Vladimir Poutine. C'est jusqu'à présent, cette unité sans faille, elle est difficile et quand même un vrai revers pour Moscou. On discute beaucoup, ça tiraille. L'idée est quand même de jamais quitter un sommet sans une déclaration commune, qui condamne la guerre et puis qui, si possible, lance de nouvelles sanctions. On l'a vu, le dernier train de sanctions était très difficile. Donc, à chaque fois, évidemment, il y a un impact sur certains secteurs. Donc on discute, ça va être difficile. La Suède devra négocier parfois finement. Très concrètement, c'est une mission qui incombe en particulier à son ambassadeur auprès de l'UE. Celui qui est en poste actuellement est considéré comme un diplomate chevronné. Il a déjà vécu à un autre poste européen, la présidence tournante de 2001. Et la Suède, on le sait, ne devrait pas trop trembler. On l'a dit, la guerre l'a poussé à rejoindre l'OTAN. Le sabotage des gazoducs, c'était quand même au large de ses côtes. Ouais. Le Premier ministre, un dernier mot, a été très ferme lors de son discours. Il a dit: nous agirons sur l'Ukraine rapidement et résolument. Il y a 2 choses que je voudrais évoquer encore avec vous, Angélique, si vous le voulez bien. C'est d'abord l'autre axe prioritaire de la présidence suédoise, la réponse à la récession économique évidemment, et à la politique protectionniste des Américains. On se souvient très bien de la réponse que Joe Biden avait fait, c'était même à Emmanuel Macron, en disant si vous nous trouvez trop protectionnistes, soyez-le vous aussi, les Européens. Ça, c'est un gros morceau pour la Suède. Oui, et puis c'est compliqué parce que la culture de la Suède, c'est un pays qui prône un marché ouvert, global, sans trop d'États. Ils veulent pas d'une guerre économique avec les États-Unis ni même avec la Chine. C'est pas leur ambition. Me confiait aussi un diplomate. Elle veut aussi des accords commerciaux. Donc on s'attend à des sujets de friction, notamment avec la France, qui pousse justement une réponse quasi identique, avec peut-être des investissements dans des projets d'intérêt stratégique commun. L'Allemagne est aussi sur ce chemin-là. Ça va être compliqué pour la Suède dans ces dossiers qui arriveront très vite à l'agenda
agenda puisqu'il y a un gros sommet début février où on va parler de tout ça. Une dernière chose, et on y reviendra aussi avec vous, Cyril Coulet, c'est l'environnement. Il y a deux choses qui sont un peu ambivalentes en fait. On a entendu, notamment de la part de l'extrême droite, un certain nombre de discours qui remettaient en cause beaucoup de choses autour des réchauffements climatiques, et en même temps, le début de présidence, Angélique, ce sera vraiment une grosse opération pour montrer que l'environnement fait partie de l'agenda suédois. Oui, on va voir après sur pièce, mais c'est vrai que le gouvernement va emmener toute la commission, tous les commissaires la semaine prochaine, et d'ailleurs je les accompagnerai, donc je vous raconterai ça, l'ensemble des commissaires à Kiruna, dans une ville de Laponie, qui est une petite ville minière du Nord, et c'est une région qui connaît une révolution verte avec l'éolien, l'électricité, l'implantation d'usines de batteries électriques, donc vraiment c'est une grosse opération de com pour dire le climat est vraiment dans nos priorités, et d'ailleurs pareil, dans le slogan de cette présidence, nous œuvrerons avec détermination en faveur d'une Europe plus verte, dit la présidence suédoise, plus sûre et plus libre. C'est vraiment au début de tous ces slogans, mais on verra effectivement sur pièce aussi comment ça se passe. Il faut rappeler quand même que la Suède n'est pas là pour pousser son agenda personnel, on est mais d'accord. Pour gérer et organiser l'intérêt commun. Il faut toujours le rappeler. Angélique, merci beaucoup. Cyril Coulet, là-dessus, il y a des messages à envoyer effectivement de la part de la Suède. Il y a des messages probablement parce que ce qu'on a entendu, notamment de la part de l'extrême droite, disait un peu l'inverse. Donc on a le sentiment aussi qu'ils sont en train d'essayer de démontrer que leur attelage fonctionne, y compris dans le cadre de cette présidence-là et dans la grande Europe. Oui, il y a un enjeu fort. Et puis la Suède a toujours voulu effectivement jouer un rôle international. Donc présider l'Union européenne, c'est aussi un gros challenge pour ce pays qui entend démontrer en définitive qu'il est en capacité de mener effectivement l'unité européenne et de conduire des dossiers importants. Je vous demande ça parce qu'on a eu le sentiment à un moment que c'était aussi un pays qui était vaguement eurosceptique, la Suède, que c'était pas tout à fait dans ses préoccupations et en tout cas dans le logiciel des Suédois, l'Europe. Alors les Suédois sont des Européens de raison plus que des Européens de cœur. Leur espace d'intégration premier, c'est l'espace nordique, avec le Conseil de coopération nordique, qui a une intégration beaucoup plus poussée que l'Union européenne. Le projet politique européen en tant que tel n'est pas forcément partagé par les Suédois, qui ont avant tout rejoint les communautés économiques européennes. Et ça a été dit très justement, c'est un pays qui est plutôt libéral, avec des grandes entreprises exportatrices. Et ils y ont vu en fait la possibilité de rejoindre un marché unique plutôt que de rejoindre un projet politique. Maintenant, la Russie a posé un défi en définitive aux Occidentaux et amène les pays nordiques à revisiter en règle générale leur position. On a vu le Danemark lever des clauses d'exemption par référendum en 2022 et on voit la Suède et la Finlande faire leur demande d'adhésion à l'OTAN. Cela étant, je continue à penser que la Suède, par exemple, voit dans l'Union européenne, je dirais, le pilier européen d'un ensemble occidental qui comprend les États-Unis et pas un projet forcément politique distinct de cet ensemble occidental. Et adhésion à l'OTAN, sachant très bien, vous l'avez rappelé, effectivement, pourquoi il y a cette demande d'adhésion, tout en avalant des couleuvres assez monumentales vis-à-vis de la Turquie, par exemple. Est-ce que là-dessus, les choses se sont tassées ? Est-ce qu'on est encore dans cette espèce de bras de fer qui semble dire on est obligé de s'agenouiller devant la Turquie, c'est ça que ça veut dire? Alors, il y a eu bras de fer. L'impression que donne le nouveau gouvernement, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de bras de fer. La preuve en est, c'est que finalement, il y a une extradition qui a été accordée par le gouvernement et qui a été rejetée par la Cour suprême parce que justement, on ne pouvait pas extrader un ressortissant kurde vers un pays qui pratique la peine de mort. Donc, aujourd'hui, on sent bien que l'adhésion à l'OTAN est une priorité pour le gouvernement suédois. C'est aussi une priorité pour l'Union européenne. On a vu qu'il y avait des sanctions qui étaient envisagées à l'encontre de la Hongrie, notamment en termes économiques, et qui ont été levées en contrepartie du vote du Parlement hongrois en faveur de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Est-ce que vous diriez, ce sera la dernière question, que ce passage par les 6 mois de l'Union, c'est aussi le crash test pour l'attelage particulier pour cette coalition suédoise dont on dit qu'elle reste quand même assez fragile? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Ce qui était le premier crash test, c'était le vote du budget. Et là, pour le coup, le gouvernement suédois, à la surprise générale, a réussi à passer ce premier test. Je pense que généralement, sur les questions internationales, les Suédois n'affichent pas trop leur dissension. On l'a vu même sur la question de l'adhésion à l'OTAN, qui n'était pas forcément consensuelle entre les forces politiques. Il y a eu très peu d'expression en fait de l'opposition à ce projet dans l'espace public, parce que c'est
traditionnelle en Suède. On est un petit pays et il ne faut pas prêter le flanc en fait à des influences extérieures. Il ne faut pas exprimer une dissension trop vivement sur la scène internationale. Donc je ne pense pas, au regard de cette culture, que finalement la présidence suédoise de l'Union européenne mette en lumière pour l'instant les éventuelles faiblesses de cette alliance. Cyril Coulet, chercheur spécialiste des pays nordiques, merci beaucoup de votre passage chez nous. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. Et la suite ce soir, ça se passe en Guinée et sa nouvelle ruée vers l'or. Vous verrez comment la perspective de trouver quelques onces d'or transforme une partie de ce pays et aussi une partie de ses voisins également. Pour aller jusqu'à 19h en ce mardi sous les radars, Sébastien Logénie. En Allemagne, la ministre de la Défense sur la sellette après des vœux de nouvel an ratés et très gênants. Et le monde d'après, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous. En se déplaçant sur l'esplanade des mosquées, le nouveau ministre israélien de la Sécurité et l'extrémiste Ben Gvir lance un triple défi aux Palestiniens, au Premier ministre Netanyahou et même à l'État d'Israël. Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue, il passe par Londres avec Little Sims, Heart on Fire sur France Inter. Vous êtes dans le 18-20. Honesty between the seller and the buyer should be a given, but man, I didn't know you were a liar. Dropped out of college, still I made it through the wire. We was trying to hustle whatever was 10 just for a fiver. Don't sell yourself short, miss, said the driver. Was on my way to getting caught in a crossfire. I mean, lavish living, dripping, designer. Who you wearing? They so enchanted by attire. Hearts on fire, bought the dream with every penny that I acquired. This is set up and you'll be next up to those prior. Devil works hard, but the business works harder. I vowed from now to work smarter. They won't do it like us. For the people by us, why they wanna fight us? Spirit on higher. God made truth of everything I desire. I don't need much as long as I got my baby. He a rider. He's sitting beside her. That's who she confide in. They want you conniving, creeping with your side ting, making up a story that equals somebody buying. New world order, cause life as we know is dying, not thriving. It's only a matter of timing. Ain't it just funny how you can literally give your everything? Somebody gonna turn around and tell you ain't gave enough. Danger, what you afraid of? Acknowledging it's impossible now to restrain her. Worst thing I could have done is put trust in a stranger, but that needed to happen for me only to wake up. The shoots will get in your ear when your shit popping, lies overflowing and they ain't stopping. You don't even recognize who it is that you're becoming. They don't give a shit long as the gravy train running. My life is a blessing, but it comes with the stresses. You'll start off so pure. Do it for the love, nothing more. Nah, maybe to cop mama house, but nothing more. Maybe to sort my cousin out, but nothing more. Maybe I'll get a new coupe, nothing more. 15 to 100 shoes, nothing more. By the time you know it, that list never stop growing, and you don't know what you even do this for. Hearts on fire, hearts on grandeur. Ballroom gowns and champagne pours. Is the after party a social party? With everybody talking, the music should have been paused. Marble floors and tall glass doors is what you're in for. Did you read the clause? It was never about looking for results now. Every time you do something, you need an applause. Please keep your head on when you're going through the maze, cause navigating the fame is something you're never trained for. Tell me what you came for, wanted better days, and now you're running away from that very thing you prayed for. Tell me, am I tripping or is the light blinding? Am I anxious or am I excited? Am I calm or am I unbothered? Or maybe I needed my fire to be ignited. Hearts on. My life is a blessing, but it comes with the stresses, and I can take it all. Just don't let me down when I'm in the fire. My heart's on. My life is a blessing, but it comes with the stresses, and I can take it all.
Le bruit du monde ce soir est en Guinée et sa nouvelle ruée vers l'or depuis que de nouvelles zones aurifères, comme on dit, ont été découvertes au nord-ouest du pays. Des milliers de travailleurs venus de tout le pays, mais aussi du Mali, de Sierra Leone ou de Côte d'Ivoire, s'installent en brousse dans une grande précarité dans l'espoir de dégoter quelques onces d'or qui, pense-t-il, les rendra riches. Dans ce Far West guinéen, tout un écosystème s'est créé en quelques semaines pour accompagner la vie de ces milliers de chercheurs et de chercheuses d'or. Le reste, c'est François Oum Ferkataji qui raconte. Messieurs, lesquels d'entre vous vont chercher de l'or aujourd'hui ? Nous sommes à Kunsitel, en pleine brousse, dans une zone semi-aride. Ce petit village anonyme de Moyenne-Guinée est devenu en quelques mois seulement une véritable ville peuplée de milliers de chercheurs d'or venus de tout le pays. Depuis la découverte en février 2019 d'une zone aurifère à proximité de la commune, des centaines de petites cabanes aux toits en bâche en plastique ont essaimé autour de la grande voie qui traverse le village. Il est 6h du matin, la ville se réveille. Avec l'arrivée des mineurs, ce sont également des restaurateurs, des boulangers, des commerçants qui se sont récemment installés. Ils s'activent avant le départ des orpailleurs vers les trous d'extraction. Souleymane Koné est venu de Haute-Guinée avec un générateur. Il a construit à la hâte des latrines et des douches qu'il fait payer 2 centimes d'euros aux orpailleurs. Ça n'a pas fait longtemps qu'ils ont découvert l'or ici. Donc il y a beaucoup de monde qui sont venus. Donc il n'y a pas le logement, il n'y a pas la toilette. Donc c'est pour cela qu'ils ont fait ça. Plus loin, une file d'attente se crée autour d'un forgeron, venu lui aussi s'installer dans le village. L'artisan est assis à même le sol, près d'un feu, alimenté par une roue en bois. On est venu ici, à Kunsitel, pour aider les gens pour le travail de la mine. Les orpailleurs doivent travailler avec de bons outils pour chercher l'or. Ils doivent avoir des pioches en bon état et très affûtées. Autour de l'artisan, un Sierra-Léonais. C'est son 2e séjour à Kunsitel. En 2020, il a passé 9 mois dans la petite ville minière. Je suis ici pour trouver de l'or. Je ne peux pas vous dire combien de kilomètres j'ai fait pour venir de Sierra Leone, mais je suis ici pour gagner de l'argent, pour pouvoir vivre. La dernière fois, j'ai gagné 10 millions de francs guinéens. 10 millions de francs guinéens, soit 1100 euros récoltés en moins d'1 an de travail. C'est beaucoup plus que ce qu'il pourrait gagner en restant en Sierra Leone, dit-il. À ses côtés, un orpailleur un peu plus expérimenté, Agbo Zoun, un jeune homme de 25 ans, a investi dans un détecteur de métaux, déjà rafistolé à la hâte avec du gaffeur blanc. Ça, c'est le fer. Une précieuse machine qui lui a coûté un peu plus de 500 euros. Quand tu allumes, il sèche l'or. Si c'est fer, il sonne. Tu vas connaître, tu vas savoir que c'est l'or. Agbo est originaire de Kissidougou, en Guinée forestière, à plus de 500 km de là. Moi, j'ai 25 ans comme ça, mais ça fait longtemps maintenant que je fais travailler l'or. Après une semaine maintenant, j'ai commencé à travailler. Le jour que j'ai parti, j'ai eu 3 grammes. On était nombreux. Chacun a eu 350 000, 350 000. Quand même, j'ai gagné un peu. J'ai envoyé la famille, je vais envoyer l'argent là-bas. 250 000, 50 000 à rester avec moi. 350 000 francs chacun, soit environ 40 euros pour une semaine de travail. Si la légende a la peau dure, les orpailleurs expérimentés sont conscients que le grand soir n'existe pas dans le milieu. Le travail est laborieux, dangereux, les conditions de vie précaires. D'après Mohamed Diakité, un boucher qui a installé sa petite échoppe il y a 7 mois, beaucoup d'orpailleurs sont déjà repartis. Bon, j'ai appris dans la bouche des gens qu'il y a des business ici. Je suis venu ici. Avant, il y avait beaucoup de monde. Et puis, ils gagnaient aussi. Mais actuellement, il n'y a pas de monde. Le monde est parti. Ils ne gagnent pas d'or, c'est pour cela. Là où ils travaillaient avant, ils gagnaient. C'est là-bas est fermé. Vous avez trouvé aujourd'hui ou pas ? En raison des nombreux accidents dans les galeries qui s'effondrent, au moins 20 mineurs sont morts après un éboulement au mois de mars. L'armée guinéenne a fermé certaines zones d'extraction. Les forces de sécurité sont également sur place pour prélever des taxes en dehors de tout cadre légal. Une présence qui n'est pas appréciée des orpailleurs qui font plutôt confiance à une organisation traditionnelle de sécurité et de sauvetage appelée les Tomboloma, une sorte de police locale des mines nommée par les autorités coutumières et les mairies. Sur la principale zone d'extraction, l'armée prévient, photos et prises de son interdites. Le paysage est un gruyère, des trous sur plusieurs hectares. Le bruit sourd des petits marteaux-piqueurs s'échappe dans le ciel. Nous rencontrons discrètement un groupe de chercheurs d'or. Munis d'une simple pioche, ils ont le visage et les vêtements couverts de latérite, une terre ocre. Ils ont à peine 20 ans et sont parfaitement débutants dans le domaine. En ville, on ne gagne pas l'argent là-bas, on ne peut pas travailler là-bas encore. C'est à cause de ça qu'on est venu en brousse pour chercher l'argent pour aider notre parents.
Mais ce que je cherche, je n'ai pas trouvé ça d'abord. Je cherche l'or, mais je ne gagne pas. À l'heure là, c'est difficile pour gagner de l'argent, même manger. On ne gagne pas. Au début de la ruée vers l'or, la population locale a vu d'un très mauvais œil l'arrivée de ces milliers d'orpailleurs venus dégrader l'environnement avec des produits chimiques toxiques. Attendez. Allez-y, descendez. Le directeur de l'école de Kuncitel, Bangora Ismaël, note aussi le chamboulement de l'organisation sociale de l'école et du village. L'expansion de la ville, cela quand même a impacté beaucoup sur le plan éducatif. Les enfants ne sont pas habitués à la nouvelle vie qu'ils sont en train de voir maintenant là. L'affluence est là, mais la concentration n'est pas là parce que les élèves, quand ils sont en classe, d'autres pensent à des petits articles à vendre dans les différents marchés et autres là. Donc cela a impacté un peu par rapport au système. Par rapport encore à la ruée de l'or, les gens qui sont venus, beaucoup ne sont pas vraiment studieux, ils ne savent pas réellement l'importance de l'école. Mais avec la sensibilisation que nous faisons auprès des parents, auprès de la communauté, beaucoup quand même se sont démarqués, comme ils sont venus avec leur famille et ils ont envoyé les enfants auprès de nous ici. Aujourd'hui, le calme est revenu à Gawal et Kuncitel. La manne financière de l'extraction artisanale de l'or bénéficie à une grande partie de la population ainsi qu'aux autorités locales. La Guinée produit annuellement 8 à 10 tonnes d'or. Les réserves potentielles sont estimées à 700 tonnes. François Umfer-Katadji pour le reportage. François, merci beaucoup, à très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Les rues de Berlin, Sébastien, la capitale allemande, où une nouvelle polémique vient fragiliser la ministre de la Défense. Oui, Christine Lambrecht n'en finit plus d'accumuler les bévues. La dernière en date remonte au 1er de l'an. La ministre de la Défense diffuse ses vœux sur les réseaux sociaux pour la Saint-Sylvestre. Elle est en pleine rue à Berlin, cheveux au vent et feux d'artifice en fond sonore. Voilà, le supplice dure 1 minute. Une ministre des Armées filmée au téléphone portable sur un trottoir de Berlin, sans micro, inaudible, couverte par les pétards des feux d'artifice, et si ce n'était que la forme, mais il y a aussi le fond, avec des propos assez déplacés sur le conflit en Ukraine. Une guerre fait rage au milieu de l'Europe, explique sérieusement Christine Lambrecht, ajoutant « J'ai pu en tirer de nombreuses impressions particulières », évoquant, dit-elle, beaucoup de rencontres avec des gens intéressants, formidables. Pour cela, je dis un grand merci. Bon, une vidéo totalement ratée au final, malaisante, au point que l'affaire en devient politique. Les appels à sa démission se multiplient de la part de la presse, surtout. Les doutes quant à son aptitude à occuper son poste existent depuis longtemps, écrit le quotidien berlinois Tagesspiegel. Il est désormais temps que le chancelier en tire les conséquences. Tout simplement honteux, écrit carrément le Bild. Christine Lambrecht sature régulièrement les moqueries depuis sa prise de poste, critiquée notamment après avoir annoncé il y a quelques mois l'envoi de milliers de casques à des Ukrainiens qui attendaient plutôt de l'Allemagne des livraisons d'armes lourdes. Les États-Unis rendent un sarcophage volé à l'Égypte. Et c'est l'un des plus grands sarcophages pharaoniques de bois jamais découverts. Il avait été sorti illégalement d'Égypte et exposé jusqu'à récemment dans un musée américain. Il a été rendu hier au Caire lors d'une cérémonie officielle. On entend là le ministre égyptien des Affaires étrangères expliquer la particularité de ce sarcophage. Il existe 2 sortes de sarcophages, dit-il, ceux des dépouilles royales et ceux des dépouilles de nobles. Là, il s'agit d'un noble. Le sarcophage fait exactement 2,94 m de long, 90 cm de large. On y trouve un magnifique visage peint en vert, vieux de près de 2700 ans. Et c'est donc la dernière pièce récupérée par l'Égypte qui est engagée dans ce processus depuis des années. En une décennie, le Caire est parvenu à récupérer plus de 29 000 pièces d'antiquités volées, puis revendues hors d'Égypte. Outre ces retours, l'Égypte a également annoncé ces derniers mois plusieurs découvertes majeures, principalement dans sa nécropole de Saqqara au sud du Caire. Elle a dévoilé plus de 300 sarcophages et de 150 statues de bronze, pour beaucoup datant de plus de 3000 ans. L'Égypte compte sur ces nouvelles découvertes pour relancer le tourisme, bien sûr. Les autorités égyptiennes promettent notamment depuis des mois l'ouverture imminente de son grand musée égyptien près du plateau de Gizeh, sans avoir jusqu'ici une date pour son inauguration.
Et puis vous reprendrez bien une petite soupe aux bactéries, Sébastien, nouvelle spécialité culinaire finlandaise. Voilà, il s'agit d'une nouvelle, c'est d'une poudre jaune, pardon, on l'appelle la solein, un petit air de curry, mais rien à voir avec l'épice. Il s'agit en réalité d'un complément alimentaire révolutionnaire, rempli de protéines alternatives, c'est-à-dire qui ne viennent pas de protéines animales, des protéines issues de bactéries, de microbes, eux-mêmes produits avec une énergie entièrement propre. En clair, des protéines naturelles, bio, presque zéro carbone. L'idée vient d'une compagnie finlandaise, Solar Foods, spécialisée dans l'agriculture cellulaire, technologique, qui cherche une alternative à l'agriculture moderne extrêmement polluante. On entend là une des chercheuses de Solar Foods qui va inaugurer cette année sa première usine commerciale dans les environs d'Helsinki. La solein, la poudre jaune, utilisera 100 fois moins d'eau, 20 fois moins de terre cultivée et n'émettra qu'un cinquième de CO2 émis par les cultures conventionnelles. Déjà approuvé comme ingrédient alimentaire à Singapour, Solar Food et sa solein attend encore les autorisations du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Europe. Quant au goût de la solein, puisqu'il n'y a que ça qui vous intéresse, Fabienne, elle sera très doux, très neutre, en clair, pas de goût du tout, mais c'est bon pour la planète. Voilà. Pas de goût, c'est l'avenir. Merci beaucoup, Sébastien. On se retrouve demain. Vous partez avec Limosé, c'est sa reprise de California Dreaming des Mamas and the Papas. All the leaves are brown and the skies are gray. I went for a walk, yes I did, on a winter's day. I'll be safe and warm if I were in LA. California dreaming on a winter's day. Yeah. Went to the church, yes I did. I stopped along the way. Oh, fell down on my knees. I began to pray. You know, the preacher takes the call. No, I'm gonna stay. I'm gonna stay. I told him so. California dream. Oh, somebody help me now. Gotta go so bad, yeah. Oh, the leaves around, skies are gray. Went for a walk on a winter's day. I'll be safe and warm if I were in LA. Yeah. California dreaming on a winter's day. Oh yeah, such a winter's day. Such a winter's day. Hey, hey, hey. Oh yeah. Limosis, California Dreaming, et sa revisite donc de cette chanson des Mamas and the Papas. Jean-Marc Fourella.
Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, en Israël, le nouveau ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu ce matin sur l'esplanade des mosquées, une provocation assumée par ce dirigeant ultranationaliste. Et pour vous, c'est la preuve que l'extrême droite israélienne se sent plus forte que jamais. Et c'est votre monde d'après. C'est un geste de défi, un triple défi aux Palestiniens, au Premier ministre Netanyahou et aussi à l'État d'Israël lui-même. On va commencer par le plus évident. En se rendant ce matin sur le 3e lieu saint de l'islam, Itamar Ben-Gvir adresse un pied de nez aux musulmans et surtout aux Palestiniens. Il laisse entendre qu'il est prêt à remettre en cause le statut de l'esplanade où seuls les musulmans sont autorisés à se rendre à toute heure et à prier. Pour l'extrême droite israélienne nationaliste et religieuse, solidement installée désormais dans la nouvelle coalition de gouvernement de Benyamin Netanyahou, ce lieu est d'abord celui de l'ancien mont du temple juif. Ben-Gvir, qui ne se sépare jamais de sa kippa et de son pistolet, fanfaronne que le Hamas palestinien comprenne, écrit-il sur Twitter après ce déplacement, les temps ont changé. Ben-Gvir le sait, il peut déclencher une tempête. C'est comme ça, il y a 20 ans, après une visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade, qu'a débuté la deuxième intifada palestinienne. D'ailleurs, ce geste suscite un tollé dans le monde arabe. Condamnation des Palestiniens, évidemment, et aussi des Saoudiens, des Émiratis, des Jordaniens. Condamnation également des Occidentaux, de Washington, de Paris. Mais Ben-Gvir et Smotrich, l'autre figure extrémiste du nouveau gouvernement, s'en moquent. Ils assument, pour eux, la Cisjordanie doit être totalement annexée. Les 3 millions de Palestiniens doivent accepter un statut de citoyen de seconde zone, sinon ils n'ont qu'à partir. Tout l'espace appartient à Israël et il est sacré. Pas question d'accepter 2 États. Et donc, Jean-Marc, c'est aussi un défi au Premier ministre Benyamin Netanyahou. C'est le deuxième pied de nez. Netanyahou a cherché à dissuader son ministre de se rendre sur l'esplanade. Ben-Gvir avait même promis de temporiser. Il n'en a rien fait. Imaginez qu'Emmanuel Macron demande à Gérald Darmanin de renoncer à un déplacement et que le ministre de l'Intérieur l'effectue quand même. Ajoutons qu'il y a 2 ans, le même Netanyahou avait eu cette formule à propos du même Ben-Gvir, qui n'était alors que député. Accepter qu'il se rende sur l'esplanade pourrait mettre le feu à tout le Proche-Orient. Alors comment en est-on arrivé là ? D'une part, Netanyahou ne cesse de dériver. L'homme qui incarnait autrefois une droite libérale a basculé dans le nationalisme, puis dans le populisme radical allié à l'extrême droite. D'autre part, il est aujourd'hui tenu par les ultra-orthodoxes et les religieux. Sa survie personnelle en dépend. Inculpé dans plusieurs affaires de corruption, Netanyahou mise sur sa nouvelle coalition pour l'aider à échapper à la justice. Autrement dit, l'extrême droite a les clés du camion. Netanyahou est peut-être Premier ministre pour la 6e fois, mais il est en position de faiblesse. Il a fait en quelque sorte entrer le loup dans la bergerie, comme vous savez dans la célèbre mythologie juive où le rabbin ne contrôle plus le golem, sa créature censée protéger les juifs et qui devient incontrôlable. Et c'est pour ça que vous parlez d'un défi à l'État d'Israël lui-même. Oui, c'est le 3e défi. Cette extrême droite désormais aux manettes menace la définition même d'Israël, telle qu'imaginée par son père fondateur Ben Gourion et confortée par les dirigeants qui ont suivi, des laïcs. Un État juif, oui, mais aussi et surtout un État démocratique qui fonde sa légitimité sur le droit. Un État où le politique s'impose aux religieux. Aujourd'hui, ce socle se fissure, au grand désespoir d'ailleurs de nombreux Israéliens, par exemple l'ambassadrice à Paris qui vient de rendre son tablier. Les extrémistes au pouvoir veulent en finir avec l'état de droit, museler les contre-pouvoirs, les garde-fous, la Cour suprême, les médias et même l'armée. Son chef d'état-major s'inquiète ouvertement du maintien de ses prérogatives. Ces dirigeants ultra-religieux considèrent la Torah comme la source du droit et défendent un suprémacisme juif, loin des valeurs d'universalisme propres au judaïsme. Smotrich et Ben-Gvir ne dissimulent pas non plus leur homophobie, prônent la fin de la mixité dans l'espace public, l'arrêt de toute activité pendant le Shabbat. Au bout de cette route, il n'y a potentiellement plus de démocratie, mais une théocratie comme celle fondée sur l'islam dans les pays voisins. On se résume. En se rendant sur l'esplanade des mosquées, Ben-Gvir montre son assurance. Il sait qu'il agite en pyromane, que tout cela peut provoquer un incendie. Et c'est précisément ce qu'il cherche pour mieux se poser ensuite en pompier et mieux justifier la répression. Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci beaucoup. À demain. Le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.